Dans les années précédant l'éclatement de la guerre, la vie quotidienne de la majorité des Allemands était marquée par un sentiment de prospérité et de sécurité qui renforçait le soutien au régime. En 1939, à l'apogée du nazisme, l'expérience commune des citoyens était celle d'une période de stabilité politique et d'amélioration matérielle visible. Beaucoup avaient le sentiment que le pays avait laissé derrière lui l'incertitude de l'après-guerre et qu'il entrait dans une phase de progrès continu. Dans les rues et dans les foyers régnait une atmosphère de satisfaction. Les gens affirmaient ne pas vouloir la guerre car tout allait bien. Des familles entières bénéficiaient de revenus stables, d'appareils électroménagers modernes, d'automobiles et de petits luxes qui semblaient confirmer que la vie s'était considérablement améliorée. Cette prospérité, bien qu'inégale selon les classes sociales, donnait l'impression que le régime avait apporté l'abondance aux masses. La popularité du Troisième Reich ne reposait pas uniquement sur les salaires plus élevés ou sur l'expansion des affaires, mais sur quelque chose de plus profond, la conviction que l'Allemagne avait repris le contrôle de son destin. Cette perception collective renforçait la confiance en un avenir meilleur, tant pour la génération présente que pour leurs descendants. Le national-socialisme véhiculait l'idée qu'une nouvelle ère avait commencé. Pour les Allemands de l'époque, les améliorations étaient tangibles et le régime semblait n'avoir aucune alternative crédible. Ainsi, la vie sous Hitler n'était pas perçue comme une dictature oppressive, mais comme une période de progrès et de promesses de grandeur nationale. À long terme, la loyauté envers le régime dépendait de sa capacité à offrir un avenir économique stable aux citoyens, en particulier aux millions de chômeurs qui existaient en janvier 1933. La reprise ne fut pas immédiate et s'accompagna de frustration. Les bas salaires, les prix élevés et la lenteur du processus suscitèrent du mécontentement dans de larges couches de la population. Une partie de cette déception provenait des attentes démesurées que le régime lui-même avait alimentées. Il est vrai qu'entre 1933 et 1934, le chômage baissa de manière significative, passant de près de 5 millions de chômeurs à moins de 3 millions. Cependant, en 1935, plus de 2 millions d'Allemands étaient encore sans travail. La solution appliquée fut un vaste programme de travaux publics qui absorba des centaines de milliers de chômeurs dans des brigades de travail. Beaucoup furent affectés à la construction des nouvelles autoroutes, mais les conditions étaient dures, les salaires faibles et les journées longues. Même les travailleurs ayant un emploi stable virent leur liberté limitée. En 1935 fut introduit l'Arbeitsbuch, un document qui restreignait la possibilité de changer de travail. De plus, les exigences professionnelles augmentèrent, les horaires furent allongés et l'atmosphère dans les usines devint oppressive, dominée par la surveillance et l'intimidation. La résignation devint le sentiment prédominant parmi les ouvriers. Bien que, durant les années de prospérité entre 1937 et 1939, beaucoup profitèrent d'améliorations matérielles, le mécontentement ne disparut jamais totalement. Le régime avait réussi à réduire le chômage, mais au prix d'un système de travail rigide, inégal et contrôlé, dans lequel une grande partie de la classe ouvrière se sentait exploitée et sans voix. La propagande du régime cherchait à montrer un tableau de réussite économique, mais la réalité était plus complexe. Beaucoup de travailleurs continuaient de vivre dans la pauvreté ou ne s'identifièrent pas au système. Cependant, une partie importante de la population attribuait directement à Hitler le mérite d'avoir rétabli la stabilité du pays, ce qui renforçait l'image du dirigeant comme garant de la sécurité et de l'ordre. En 1937, le nombre de chômeurs était tombé en dessous du million et les travailleurs recrutés dans les brigades d'urgence n'étaient qu'environ 60 000. Vers la fin de la décennie, la pénurie croissante de main-d'œuvre ouvrit davantage d'opportunités pour les femmes. Bien que leurs salaires fussent inférieurs à ceux des hommes, leur participation à la population active atteignit 37% en 1939, ce qui incluait plus de 6 millions de femmes mariées, contre 4 millions en 1933. Les revenus en général ne dépassèrent pas beaucoup les niveaux atteints à la fin des années 20, mais le sentiment de stabilité devint un facteur plus important que l'augmentation salariale. Avoir un emploi était perçu comme un triomphe personnel, et comme la preuve que le pays avait surmonté le désespoir des années de crise. La disparition du chômage de masse eut un effet décisif sur la consolidation du régime. Des millions de personnes qui avaient vécu dans la précarité commencèrent à connaître une vie plus stable,
convaincus que le nouveau gouvernement leur avait rendu leur dignité et une certaine normalité. En 1937, les foyers allemands avaient à peine retrouvé le niveau de vie de 1928, avant la Grande Dépression. La vie restait modeste et simple. Le pain de seigle était souvent accompagné de margarine ou de confiture, tandis que des produits comme le beurre ou la charcuterie étaient des luxes rares. Comparés aux Anglais, aux Français ou aux Américains, les Allemands mangeaient de façon plus frugale, mais toujours en quantité suffisante pour éviter la faim. La publicité dans les journaux présentait une image optimiste de l'économie de consommation, avec des produits modernes et attrayants. Mais la majorité des ménages ouvriers manquaient encore de biens de base comme les radios ou les bicyclettes. C'était surtout la classe moyenne, portée par la croissance des affaires et de la bureaucratie, qui commença à introduire dans ses foyers des articles comme les cosmétiques, les boissons populaires, les appareils photo ou les postes de radio. Cependant, au début de la guerre, de nombreux objets considérés comme essentiels dans d'autres pays industrialisés restaient hors de portée de la majorité en Allemagne. Seul un faible pourcentage des ménages possédaient des réfrigérateurs, des machines à laver ou des aspirateurs, des biens qui représentaient les bénéfices promis par l'électrification. Le réarmement militaire absorbait la plus grande partie des ressources nationales, limitant ainsi la disponibilité de produits de consommation. Néanmoins, ce qui maintenait le moral élevé n'était pas tant l'abondance matérielle que l'illusion que la prospérité était en route. La mémoire collective des Allemands avant la guerre resta marquée par ce mélange d'améliorations visibles et de promesses d'un avenir encore plus radieux, renforcé en permanence par la propagande du régime. Les nazis travaillèrent sans relâche pour vendre un avenir prometteur. Parmi les projets les plus emblématiques d'Hitler figurait l'idée de motoriser le pays grâce à la création de la Volkswagen, la voiture du peuple, présentée comme un véhicule accessible à tout citoyen ordinaire. Bien que dans la pratique de nombreux Allemands auraient préféré avoir immédiatement une bicyclette, l'idée de posséder sa propre voiture était profondément séduisante, surtout lorsqu'elle était associée à l'image des autobahns modernes qui s'étendaient à travers tout le Reich. La Volkswagen n'était pas seulement une voiture, elle représentait un symbole d'espoir et de progrès. Elle incarnait la promesse d'une ère plus prospère dans laquelle l'Allemagne serait riche et puissante et où la vie des familles s'améliorerait de manière tangible. Le régime se présentait ainsi comme le porteur d'avenir, le guide vers un lendemain où les rêves matériels seraient à la portée de tous. Le complexe de vacances ambitieux qui faillit être achevé à Prora sur l'île de Rügen illustre bien cette vision. Un parking pour 5000 véhicules y avait été prévu, pensé pour un pays où chaque famille pourrait se rendre en vacances avec sa propre voiture. L'automobile était la pièce maîtresse de l'idéal nazi de modernité, de mobilité et de prestige. Même après le désastre de Stalingrad, Hitler resta attaché à cette fantaisie. Il imaginait un Reich pacifique et prospère où l'Allemagne produirait 1 million de Volkswagen chaque année, avec des autoroutes menant les conducteurs jusqu'aux confins de l'Europe orientale, tandis que les populations conquises seraient reléguées à la misère, loin de ces grandes routes. Bien que de nombreux ouvriers et employés protestassent contre le gel des salaires, ils continuèrent d'apprécier l'un des changements les plus visibles des années 1930, l'augmentation des congés annuels, passés de 7 à 12 jours. Pour beaucoup, cet avantage fut la première réalisation tangible qu'ils pouvaient attribuer au régime. La possibilité de voyager et de se reposer commença à transformer la manière dont le temps libre était valorisé. En 1934, une grande partie des ouvriers d'entreprises comme Siemens n'avaient jamais quitté les environs de Berlin. Leurs vacances se limitaient à des promenades dans les forêts et lacs proches. Désormais, l'expérience de voyager plus loin devenait une nouveauté accessible à des groupes qui n'avaient jamais eu cette opportunité auparavant. Le Front allemand du travail canalisa ce changement par le programme « La force par la joie », qui avait au départ un caractère fortement propagandiste et de contrôle social. Avec le temps, toutefois, il se transforma en une plateforme offrant à chaque citoyen allemand le sentiment d'avoir droit au repos et à une vie meilleure. En 1936, son slogan était clair « Profiter de la vie ». Une devise destinée à façonner la manière dont les Allemands devaient imaginer leur propre bien-être sous le national-socialisme. Financé par des retenues obligatoires de 1,5% sur le salaire de chaque travailleur versé au Front allemand du travail,
Le programme La Force par la joie offrait à des millions d'Allemands la possibilité d'accéder à des formes de loisirs autrefois inimaginables. Ces activités incluaient des billets à prix réduits pour les théâtres et concerts, des excursions dans la campagne et, pour les plus chanceux, des croisières vers des destinations comme l'Italie, l'Espagne ou la Norvège sur des navires construits spécialement à cet effet. Bien que la plupart des vacances organisées aient été modestes, voyages en train de 3e classe vers des régions proches comme la Thuringe, séjours dans des hôtels simples et repas frugaux, il est vrai qu'elles ont ouvert la porte à des expériences complètement nouvelles pour de larges secteurs de la population. En 1937, l'année la plus réussie, 1 400 000 Allemands ont profité de forfaits de 3 à 7 jours, 6 800 000 ont participé à des week-ends organisés, et environ 130 000 ont pu embarquer pour des croisières de 3 semaines. La même année, l'organisation a amené 13,5 millions de personnes à des représentations théâtrales et 3,5 millions à des concerts. L'attrait du programme résidait dans le fait qu'il offrait aux citoyens ordinaires des expériences extraordinaires qui n'avaient jamais été à leur portée, comme voir la mer ou visiter Berlin, la capitale du Reich. Les campagnes de propagande encourageaient les participants à conserver des souvenirs dans des albums ou à prendre des photographies, renforçant l'idée que ces expériences faisaient partie d'un privilège collectif en tant que membres de la communauté nationale. Le régime prévoyait un avenir encore plus ambitieux. 20 grands hôtels, 10 centres de vacances, semblables à celui de Prora, et jusqu'à 60 croisières transatlantiques réservées exclusivement aux Allemands. Au-delà du divertissement, La Force par la joie cherchait à transmettre un message politique, montrer que le bien-être individuel était directement lié au projet national-socialiste et que chaque citoyen faisait partie d'un peuple destiné à dominer. En se concentrant sur le bonheur quotidien et la satisfaction des besoins les plus élémentaires, le programme La Force par la joie renforça l'idée que la bonne vie était indissociable du nouvel ordre national-socialiste. Ainsi, le bien-être personnel était lié à l'appartenance à la Volksgemeinschaft, la communauté raciale que le régime proclamait comme modèle. L'une des plus grandes attractions de l'époque était, en réalité, le pays lui-même. Des millions d'Allemands commencèrent à consommer l'Allemagne comme un produit en soi, parcourant des destinations chargées de signification politique et culturelle. L'organisation offrait des voyages à prix réduits vers des événements tels que le salon annuel de l'automobile de Berlin ou même des expositions de propagande, parmi lesquelles la célèbre exposition sur l'art dégénéré. Villages et villes furent transformés en symboles touristiques. Rothenburg ob der Tauber, en Franconie, devint célèbre comme exemple de village médiéval pittoresque, bien qu'après l'expulsion de ses derniers habitants juifs en 1938. D'autres destinations répondaient directement au récit du parti, à Munich, la maison de l'art allemand et le temple de l'honneur, à Nuremberg, l'immense complexe où se tenaient les congrès du parti, et à Berlin, le stade olympique, le ministère de l'aviation et la nouvelle chancellerie, qui, avant même son achèvement, recevait des milliers de visiteurs chaque jour. Même les lieux à forte charge symbolique furent intégrés aux itinéraires. Chaque année, environ 100 000 touristes se rendaient à Landsberg pour visiter la prison bavaroise où Hitler avait écrit Mein Kampf en 1924. Pour beaucoup, poser devant ces lieux ou imiter les postures de Hitler ou de Goebbels sur des photographies n'était ni un geste ironique ni une parodie, mais une façon de s'identifier à eux et de se rapprocher des figures centrales du régime. Les Allemands ont vécu l'expérience collective du Troisième Reich de manière plus intense à travers les triomphes que Hitler a remportés en politique étrangère. Ces événements étaient présentés et célébrés comme de véritables moments de consommation de masse partagés par toute la nation. En janvier 1935, la réintégration de la Sarre au Reich, après un référendum organisé par la Société des Nations où plus de 90% de la population a voté en faveur, fut accueilli avec un enthousiasme débordant. L'événement fut accompagné de défilés, de célébrations de masse et d'une mise en scène propagandiste qui en fit un jalon de l'unité nationale. Les rues furent remplies de torches et de drapeaux, évoquant l'atmosphère des premières grandes manifestations du régime. Pour de nombreux citoyens, ce moment représentait non seulement une victoire diplomatique, mais aussi la confirmation que l'Allemagne retrouvait sa puissance et sa dignité sur la scène internationale.
L'émotion collective reflétait l'investissement sentimental profond qu'une grande partie de la population avait placé dans l'idée d'un pays en plein essor, réhabilité après des années d'humiliation. 2 mois après la réintégration de la Sarre, les rues furent de nouveau envahies par des foules célébrant la reconstitution de l'armée allemande par un recrutement massif, la nouvelle Wehrmacht. Pour beaucoup, ce moment rappelait l'euphorie d'août 1914. Lorsque la Première Guerre mondiale avait commencé. Dans la perception populaire, le 16 mars 1935 symbolisait bien plus que l'arrivée de Hitler au pouvoir en janvier 1933. Il était interprété comme la fin définitive de l'humiliation imposée par Versailles et le début d'une nouvelle ère pour l'Allemagne. L'enthousiasme patriotique était compréhensible. Le traité de Versailles avait laissé de profondes blessures dans la conscience nationale et le retour de l'armée fut perçu comme une réparation historique. Pour une grande partie de la jeunesse allemande, le service militaire représentait également leur premier contact direct avec la modernité technique, camions, automobiles, armes et autres équipements qui éveillaient des ambitions et façonnaient leurs aspirations personnelles. Le prestige du régime gagna encore plus de force avec l'Anschluss de l'Autriche en mars 1938, lorsque des millions de personnes célébrèrent l'union avec un enthousiasme massif. Même les opposants au nazisme reconnaissaient qu'il était impossible de dissimuler la satisfaction de voir cette réunification des peuples germanophones. La politique étrangère triomphante était présentée comme l'aboutissement de l'histoire allemande, alliant fierté nationale et sentiment de destin accompli. Cependant, le peuple ne souhaitait pas la guerre que Hitler avait déjà en tête pour assurer son projet d'espace vital et d'expansion impériale. Une anecdote des Jeux olympiques de Berlin de 1936 l'illustre bien. Hitler fut surpris par l'enthousiasme avec lequel les Berlinois accueillirent l'équipe française lors de son défilé solennel dans le stade. Cette liesse populaire montra que, malgré la propagande et les succès politiques, le sentiment général restait tourné vers la paix et non vers un nouveau conflit armé. Cependant, en voyant que les applaudissements et les acclamations ne cessaient pas lors de ce défilé olympique, Hitler comprit que le peuple désirait la paix et la réconciliation, et non une nouvelle guerre. Cette réaction montrait que, de manière générale, les Allemands étaient satisfaits de la situation atteinte jusqu'alors et ne demandaient rien d'autre que de la conserver. Même après les victoires militaires rapides contre la Pologne en 1939 et la France en 1940, la guerre restait une source d'inquiétude pour la population. Les gens aspiraient à retrouver les bons moments des années de stabilité précédant le conflit. Ce sentiment se reflète dans la lettre d'un soldat écrite à sa femme en août 1943, peu avant sa mort. « Si seulement nous pouvions revenir au bon moment, ne serait-ce qu'une fois de plus. Pourquoi devons-nous souffrir de cette guerre effroyable qui a détruit nos vies tranquilles, anéanti notre bonheur et réduit à néant nos espoirs, grands et petits, d'avoir un foyer ?» Lorsque l'évidence que la guerre ne serait pas facilement gagnée, et pire encore, qu'elle pouvait se terminer par une défaite, devint claire, continuer à se battre jusqu'au bout devint la seule option imaginable pour préserver un fragment de cette vie dont on avait profité auparavant. Le véritable choc survint avec Stalingrad à l'hiver 1943, lorsque la perception de la guerre changea à jamais. Mais même alors, ce qui a maintenu unie la soi-disant communauté du destin était la conviction que l'Allemagne n'aurait aucun avenir après une guerre perdue. La manière dont les Allemands affrontaient le conflit était toujours marquée par le souvenir des années de paix précédentes, celles qu'ils considéraient comme les meilleurs moments de leur vie récente. Être allemand en 1936, la fierté, la promesse et l'ombre du Reich. Il ne suffisait pas de lever le bras et de prononcer le salut hitlérien pour faire partie de la communauté du peuple. Dans le Troisième Reich, l'appartenance complète exigeait également de prouver l'authenticité raciale. Quiconque souhaitait rejoindre un groupe de jeunesse nazie, servir dans la Wehrmacht, se marier ou même participer à des vacances organisées par Kraft durch Freude, devait démontrer son identité aryenne. Au milieu des années 1930, pratiquement tous les Allemands, à l'exception des Juifs et de ceux exclus pour d'autres critères raciaux, commencèrent à obtenir l'Annenpass, le soi-disant passeport racial. Ce document devint la base des archives généalogiques que les nazis promouvaient dans chaque foyer. L'Annenpass représentait de manière tangible l'ambition du régime, redéfinir les Allemands comme une communauté racialement pure,
tout en ségrégeant les Juifs et en les poussant à quitter le pays. Les formulaires vierges pouvaient être achetés dans n'importe quelle papeterie, et un notaire validait les registres de naissance, mariage et décès des grands-parents, parents et enfants pour certifier l'ascendance aryenne. L'Annenpass devint l'outil clé pour appliquer les lois raciales de Nuremberg, promulguées en septembre 1935. Selon ces dispositions, toute personne dans le Troisième Reich devait correspondre à l'une des 4 catégories: Allemands ayant 4 grands-parents aryens, Juifs ayant 3 grands-parents juifs ou plus, Mischling de premier degré, ceux ayant 2 grands-parents juifs, et Mischling de second degré, avec seulement un grand-parent juif. Les règles sur le mariage reflétaient cette hiérarchie raciale rigide. Les unions entre Allemands et Juifs étaient strictement interdites, et les règles concernant les métis étaient aussi complexes que restrictives. Cela institutionnalisait une séparation absolue entre ceux considérés aptes à la communauté et ceux condamnés à l'exclusion. L'effet était dévastateur. Alors que posséder une identité aryenne ouvrait toutes les portes de l'avenir dans le Reich, avoir des ancêtres juifs signifiait perdre des droits fondamentaux, de la citoyenneté à l'égalité juridique, scellant le destin de millions de personnes sous un système de discrimination implacable. La plupart des Allemands connaissaient les arbres généalogiques traditionnels, où les familles organisaient leur lignée depuis les ancêtres les plus lointains jusqu'aux descendants actuels. Cependant, le tableau des ancêtres requis pour obtenir le passeport racial fonctionnait différemment. Au lieu de s'étendre vers l'avenir, il s'agissait d'une pyramide inversée partant de l'individu et remontant dans le temps pour inclure tous ses ancêtres biologiques. Contrairement à l'arbre familial, plein de branches et de diversité, ce tableau se distinguait par sa rigidité et son uniformité mathématique. Son objectif n'était pas d'illustrer l'histoire d'une famille, mais de certifier la pureté du sang, tant par la lignée paternelle que maternelle, afin de confirmer l'appartenance de l'individu à la Volksgemeinschaft. Un aspect révélateur était que l'État n'émettait pas directement ses passeports raciaux. Chaque citoyen devait les établir lui-même. Cela signifiait rassembler des documents, prouver ses lignées et effectuer des démarches pour démontrer sa condition aryenne. Pour cela, les demandeurs devaient se rendre au registre civil et aux paroisses, où étaient conservés les actes de naissance et de mariage antérieurs à 1875. La validation de chaque document nécessitait le paiement d'un droit symbolique de 60 Pfennigs, généralement réglé avec des timbres postes. Ainsi, le régime transformait chaque Allemand en responsable de la démonstration de sa propre pureté raciale, convertissant une exigence politique en une tâche bureaucratique pénétrant la vie quotidienne de tous. Dans les cas les plus complexes, prouver son ascendance aryenne pouvait devenir une véritable enquête de détective. Les demandeurs devaient parcourir les archives d'État et les bibliothèques, consulter les registres corporatifs, les annuaires téléphoniques, les factures de transport, les listes d'équipage ou tout document offrant un indice sur leurs ancêtres. Parfois, il fallait même visiter d'anciens cimetières, où une pierre tombale à moitié effondrée pouvait fournir la clé pour certifier l'identité d'un grand-père. Un exemple illustrait bien la difficulté. Un homme, mal orienté par le pasteur de son village, entreprit une recherche qui dura 1 an et demi et lui coûta plus de 150 marks pour retrouver des preuves de l'ascendance aryenne de ses grands-parents. Il n'est pas surprenant que, dans ce contexte, la demande de généalogistes professionnels ait augmenté de manière spectaculaire. L'Annenpass n'était pas seulement une obligation bureaucratique, il incitait également les citoyens à enquêter davantage, faisant de la généalogie un loisir populaire. De plus en plus d'Allemands retraçaient leur lignée jusqu'en 1800, dans le but d'identifier les 62 ancêtres que les SS exigeaient de vérifier chez leurs membres. Même ceux qui ne sympathisaient pas avec le nazisme affichaient souvent fièrement leur SIP ou clan familial simplement par plaisir. Certains enthousiastes allaient jusqu'à tracer la généalogie de leurs propres chiens allemands. La fièvre généalogique donna également lieu à des moqueries et des blagues de l'époque, ridiculisant le sérieux avec lequel on poursuivait les lignées. Un demandeur confus entamait sa recherche en disant « Je suis d'origine agricole ». Un autre affirmait « J'ai cherché Ariens dans l'encyclopédie. Ce sont des gens d'Asie. Nous n'avons pas de parents là-bas, nous sommes de Prenzlau ». Ces plaisanteries circulaient fréquemment, mais ne dissipèrent pas la tension de fond. La peur de découvrir une grand-mère juive,
et le soulagement de n'en trouver qu'une arrière-grand-mère qui, disait-on en plaisantant, ne pouvait plus nuire, reflétait la pression sociale et l'acceptation croissante de l'idée que les Juifs étaient fondamentalement différents. Ainsi, la séparation conceptuelle entre les Allemands et les Juifs prenait de plus en plus de poids. Le langage quotidien commença à se remplir d'expressions chargées d'idéologie. Des termes comme « normal »,« gêne » ou « étrange » devinrent des mots éclatants utilisés naturellement pour marquer les différences et renforcer la notion de pureté raciale que le régime avait transformée en règle de vie. Femme sous le Reich, entre obéissance, maternité et propagande. Le nazisme a interprété la liberté sexuelle et la faible natalité de la République de Weimar comme un signe incontestable de décadence morale. Selon son idéologie, la femme devait incarner l'idéal des 3 K, Kinder, Kirche, Küche, enfant, église, cuisine. Hitler lui-même affirmait que les droits des femmes dans le Troisième Reich se résumaient essentiellement à ce que chacune trouve un mari. Joseph Goebbels, ministre de la propagande, renforça cette vision en déclarant que la mission de la femme était d'être belle et de donner des enfants au monde, la comparant à la femelle d'un oiseau qui se pare pour son partenaire puis couve ses œufs. Il s'agissait d'un rôle réduit à l'esthétique et à la maternité, présenté comme naturel et incontestable. Ce modèle trouva un écho chez une grande partie de la population féminine. De nombreuses femmes, frappées par la crise économique des années 30, avaient dû rivaliser avec les hommes pour des emplois dans des conditions très difficiles. Pour beaucoup d'entre elles, la promesse d'un lieu sûr au foyer, même sous un rôle imposé, semblait un soulagement face à la précarité et à la concurrence. Selon un observateur de l'époque, si un garde leur ordonnait « Assez, à la cuisine !» certaines acceptèrent volontiers, convaincues qu'au moins il y aurait une cuisine où se réfugier. Si les femmes devaient consacrer leur vie à élever leurs enfants, leur offrir une éducation universitaire était alors considéré comme un gaspillage de ressources. Et l'une des premières mesures fut de limiter leur accès à l'université, fixant un maximum de 10% du total des étudiants. Il leur fut également interdit d'exercer comme juges et procureurs, car elles ne peuvent pas penser logiquement ni raisonner objectivement, étant guidées par leurs émotions. La stricte séparation des sexes, instaurée par le régime et l'expulsion des femmes de presque tous les espaces publics, conformément à la structure entièrement masculine du parti, ne facilitait pas la tâche de trouver un partenaire. Dans des régions comme Breslau, il fut décrété que les moins de 18 ans se rendant à une salle de danse sans accompagnement adulte iraient dans un centre de redressement. Plus tard, la loi sur la protection des mineurs interdisait aux mineurs de rester dehors après la tombée de la nuit, et après 21 heures, ils ne pouvaient aller au cinéma, à la salle de danse ou au restaurant qu'accompagnés d'un adulte. Mais, comme le disait Jurassic Park, la vie trouve toujours un chemin. Lors du grand rassemblement de Nuremberg de 1936, auquel participèrent 100 000 jeunes hitlériens et jeunes filles allemandes, 900 jeunes filles de moins de 18 ans revinrent de l'événement enceintes. Dans de nombreuses grossesses issues de ces rencontres juvéniles, le père n'a même pas pu être identifié, créant une atmosphère de rumeurs et de honte sociale. Parallèlement, dans des villes comme Hambourg, un courant de rébellion culturelle appelé « mouvement swing » émergea. Des jeunes des deux sexes se réunissaient lors de fêtes privées, habillés à la mode britannique et américaine, tandis que les filles portaient maquillage, jupes courtes et attitudes provocantes. Ils y dansaient du jazz, musique interdite par le régime car associée à la culture afro-américaine. Bien que jamais perçu comme une menace réelle pour le pouvoir nazi, il représentait une soupape de décompression face au contrôle idéologique. Des décennies plus tard, ce phénomène inspira le film Swing Kids avec Christian Bale. Pendant ce temps, la Ligue des jeunes filles allemandes occupait ses membres avec des exercices gymniques et un endoctrinement idéologique. Pour les jeunes filles de 17 à 21 ans, il existait une section spéciale appelée « Foi et beauté », centrée sur l'enseignement de l'économie domestique et l'imposition d'un idéal esthétique conforme à la vision nationaliste. La mode officielle consistait en un chemisier blanc, une jupe longue jusqu'aux chevilles et des chaussures épaisses. Le costume traditionnel Dirndl, typique de l'Oktoberfest, servait de modèle à suivre, simple, discret et sans aucun trait de sensualité. Le régime considérait que la femme devait être austère et dépourvue d'attraits sexuels. Le permanent était interdit et les infractions étaient punies.
parfois par le rasage de la tête. Les jeunes filles devaient porter les cheveux en 2 tresses blondes ou relevés en une couronne de tresses Gretchen, symbole de pureté germanique. Bien que les shampooings éclaircissants pour rendre les cheveux plus blonds se soient popularisés, le maquillage était stigmatisé comme une mode étrangère. À Berlin, les femmes maquillées étaient insultées par des cris de « pute » et « traîtresse », tandis que des membres des SA réprimandaient dans la rue celles qui portaient les lèvres maquillées ou les sourcils épilés. Le harcèlement contre le maquillage n'a pas réussi à l'éliminer complètement. En réponse, de nombreuses femmes ont opté pour des produits offrant un aspect naturel, dissimulant le maquillage sous une apparence de simplicité. Parallèlement, le régime encourageait l'utilisation de fibres synthétiques produites en Allemagne et favorisait les vêtements faits maison dans le cadre de son projet d'autarcie. Cependant, comme dans d'autres secteurs, un marché noir est réellement apparu pour approvisionner ceux qui cherchaient des alternatives. Dans l'obsession de garantir mariages et descendance, les autorités avaient imaginé qu'une fois la guerre terminée, les soldats les plus courageux pourraient épouser 2 femmes afin d'éviter qu'elles restent célibataires. Le plan n'a jamais été mis en œuvre, mais un autre programme encore plus inquiétant a été réalisé. Le programme Lebensborn. Il s'agissait de foyers destinés aux femmes célibataires fécondées par des membres des SS, considérés comme génétiquement aptes. Sous la direction de Himmler, ces centres ont mis enceinte environ 8000 candidates. La procédure était froide et calculée. Une des femmes ayant participé au Lebensborn de Tegernsee a raconté « J'ai attendu jusqu'au 10e jour après mes règles, j'ai été examinée par un médecin, puis je me suis couchée avec un homme des SS qui devait accomplir la même obligation avec une autre fille. Lorsque ma grossesse a été confirmée, j'ai pu choisir entre rentrer chez moi ou rester dans un foyer maternel. L'accouchement fut difficile, mais aucune femme allemande respectable n'aurait pensé à demander des injections pour soulager la douleur. Dans le cas où une femme trouvait un fiancé et souhaitait se marier, elle devait d'abord obtenir l'approbation du tribunal de santé héréditaire dont la fonction était d'empêcher la reproduction de ceux qu'il considérait comme indésirables, malades, handicapés, personnes atteintes de troubles mentaux, asociales ou criminels. Bien que son application ait été irrégulière, ceux qui ne réussissaient pas ce test étaient confrontés à la stérilisation forcée, étant exclus de toute possibilité de fonder une famille. Une fois l'approbation du tribunal de santé héréditaire obtenue, le mariage pouvait se célébrer dans une atmosphère marquée par le rituel. Au lieu d'une cérémonie religieuse traditionnelle, de nombreux couples optaient pour un rite néo-païen chargé de symbolisme. La scène était dominée par un portrait de Hitler et, si le mari appartenait au SS, il recevait en cadeau une édition de luxe de Mein Kampf. Sur l'autel était placé un bol en métal décoré de runes germaniques, à l'intérieur duquel brûlait un feu sacré, élément essentiel de la cosmovision nazie. Le feu avait un rôle central dans la symbolique du régime. Il était utilisé lors de défilés nocturnes avec torches, lors de sauts au-dessus des feux comme rite d'initiation dans la jeunesse hitlérienne, et même pour l'allumage du calice des Jeux Olympiques de Berlin en 1936, une tradition qui perdure encore aujourd'hui. À la fin du rituel, les jeunes mariés pouvaient demander un prêt d'État de 1000 marks sans intérêt, à condition que la femme cesse de travailler, car sa fonction devait être autre. Pour Hitler, la maternité était un devoir patriotique et militaire. Il l'exprima clairement en affirmant « La femme a aussi son champ de bataille. Avec chaque enfant qu'elle donne à la nation, elle participe à la lutte pour son avenir. » La natalité était considérée comme un acte de service au Reich. Plus d'enfants signifiait plus de soldats pour la guerre à venir, et une nouvelle génération destinée à coloniser l'espace vital allemand dans les territoires conquis. Pendant le conflit, la phrase « j'ai donné un enfant au Führer » devint populaire chaque fois qu'une femme tombait enceinte ou accouchait. Certaines parturientes refusaient même toute anesthésie, préférant crier « Adolf Hitler » pendant l'accouchement, convaincues que le nom du Führer avait des propriétés analgésiques. Comme la natalité était vue comme un devoir patriotique, le régime limita la vente de contraceptifs et interdit l'avortement, sauf pour les femmes juives pour lesquelles l'interruption de grossesse était autorisée. Le sexe lui-même prit une dimension politique. Dans le langage populaire, on commença à l'appeler « Rekruten-Mädchen », faire des recrues. Tandis que les femmes stériles étaient méprisées,
et appelé « échec démographique », Bevölkerungspolitische Blindgänger. Chaque 12 août, date de l'anniversaire de la mère de Hitler, le Führer remettait la croix d'honneur de la mère allemande aux femmes les plus prolifiques. Elle était accordée en bronze à celles ayant 4 enfants ou plus, en argent à celles dépassant 6 enfants et en or à celles en ayant plus de 8. De plus, le 10e enfant était considéré comme particulièrement patriotique. Il était parrainé par Hitler lui-même et devait recevoir le nom d'Adolf. L'arrivée d'un nouveau-né ne restait pas dans le domaine privé. Il était d'usage de l'annoncer dans la presse locale sur un ton solennel mais familial à la fois. Ainsi, dans le Dresdner Anzeiger du 27 juillet 1942, on lisait « Volker, 21 juillet 1942. À l'époque suprême de l'Allemagne, Thorsten a eu un petit frère. » Avec une joie teintée de fierté, Else Hohmann et Hans-Georg Hohmann, Untersturmführer des SS à Dresde, General Weberstrasse. Le texte combine la fierté intime d'une famille avec la solennité patriotique du Reich. Même les prénoms des enfants ont été adaptés au canon nazi. Au lieu de prénoms chrétiens traditionnels, se sont popularisés des prénoms inspirés des sagas germaniques, comme Sieglind, Edeltraud, Günther ou Eckehard, ainsi que des prénoms composés avec des traits d'union, tels que Bernd Dietmar ou Dietmar Gerhard, considérés comme plus authentiquement allemands. Pour chaque enfant né, l'État offrait des incitations économiques allant au-delà de la reconnaissance symbolique. Les familles bénéficiaient de réductions d'impôts et d'une remise d'un quart du prêt de 1000 marks accordé aux jeunes mariés. De plus, les autorités locales ajoutaient des avantages pratiques tels que des uniformes scolaires gratuits ou des réductions sur les factures d'eau et d'électricité. Pour renforcer cet idéal de famille nombreuse, la construction de logements sociaux destinés aux foyers avec plusieurs enfants a été intensifiée. Dans ces logements, le père bénéficiait même d'une priorité professionnelle dans certains secteurs. Les mères pouvaient également compter sur l'assistance du service des mères du Reich, une institution dépendant de l'Association nationale socialiste des femmes qui organisait des cours de cuisine, de couture et de soins aux nouveau-nés, formant les femmes selon l'idéal domestique nazi. Cependant, pour les spécialistes de l'hygiène raciale du régime, avoir 6, 8 ou même 10 enfants ne suffisait pas. Certains, comme les médecins eugénistes de l'époque, soutenaient que chaque femme devait engendrer au moins 15 descendants, et tout chiffre inférieur était considéré comme un échec pathologique. La pression nataliste atteignait même les hommes. Il ne s'agissait pas seulement de propagande martelante, mais d'une exigence officielle dans la vie professionnelle. Une note du ministère de l'Intérieur de 1937 stipulait que tous les candidats célibataires à une promotion dans la fonction publique devaient justifier par écrit pourquoi ils ne s'étaient pas mariés et quand ils prévoyaient de le faire. De même, tout fonctionnaire marié sans enfant après 2 ans devait expliquer les raisons de sa stérilité apparente avant de recevoir une nomination définitive, cette déclaration étant consignée dans son dossier personnel. Rire à l'ombre de la Gestapo, les blagues qui défièrent le nazisme. Le 26 juin 1943, une ouvrière d'une usine d'armement fut condamnée à mort pour avoir raconté à une collègue la blague suivante. Hitler et Göring sont en haut d'une tour de radio. Hitler dit qu'il veut donner un peu de joie aux Berlinois. Göring lui répond « Alors, pourquoi ne sautons-nous pas d'ici ?» Le régime ne tolérait pas ce type d'humour. Depuis la loi du 20 décembre 1934, tout commentaire pouvant être interprété comme une moquerie envers les dirigeants du parti ou le régime était qualifié de déclaration de haine et donc considéré comme un crime. De plus, la loi contre les rumeurs malveillantes punissait toute expression critique, même minime. Pourtant, l'humour continuait de circuler dans l'Allemagne nazie. Selon des enquêtes menées après la guerre, environ 27% des habitants de Cologne, chiffre reflétant probablement la situation dans le reste du pays, avaient raconté au moins une blague interdite durant le Troisième Reich. En 1937, un officier de police reconnaissait dans un rapport que l'invention et le partage de blagues politiques étaient devenus un véritable fléau. Bien qu'il admette que beaucoup de ces blagues étaient inoffensives et ne faisaient qu'exprimer un état d'esprit, il ajoutait que si leur contenu était injurieux, elles ne pouvaient être tolérées pour des raisons de sécurité. Le fait qu'elles soient interdites les rendait encore plus tentantes. Dans un régime ayant éliminé toute forme réelle d'opposition, la blague est devenue l'une des rares formes de résistance quotidienne.
De plus, l'obsession du nazisme pour la race, la pureté et la natalité offrait un matériau constant pour la satire. Un exemple de blague de l'époque. « Que dirais-tu si nous contribuions un peu à la perpétuation de la race, Roswitha ?»« Pas si vite, chérie. Rappelle-toi que grand-père avait le diabète. » La figure la plus ridiculisée par les blagues et moqueries de l'époque fut sans aucun doute Joseph Goebbels. Sa présence constante dans les journaux et à la radio, ajoutée à sa petite taille, sa boiterie et ses aventures extra-conjugales répétées, en fit une cible parfaite pour toutes sortes de commentaires mordants. La corruption qui imprégnait le régime, toujours enclin à favoriser les membres du parti, et plus tard les privations subies par la population à mesure que la guerre avançait, étaient également tolérées avec une dose d'humour. Même les nazis eux-mêmes développèrent leur ironie macabre particulière. Ils appelaient Zyklon B la nourriture des Juifs, vendue dans des emballages ressemblant à des conserves, ou plaçaient des panneaux de signalisation avec des messages comme « Virage dangereux, les Juifs peuvent rouler à 120 km/h ». Cependant, les citoyens apprirent rapidement à être prudents et à bien mesurer où et avec qui ils pouvaient plaisanter. En 1933, 75% des commentaires critiques signalés à Augsbourg avaient été entendus dans des bars ou tavernes. À peine 2 ans plus tard, ce chiffre était tombé à 50% et dans les années suivantes à seulement 10%. Dans ces lieux, on ne savait jamais qui pouvait écouter, si bien que le cercle de confiance se réduisit jusqu'à devenir presque intime. Comme l'écrivait en 1933 l'auteur juif Victor Klemperer dans son journal, il n'y a plus de lettres, de conversations téléphoniques ou de mots dans la rue qui ne puissent être dénoncés. Tous craignent que l'autre soit un traître ou un espion. La pratique de tenir des journaux personnels, si courante à l'époque, pouvait devenir une menace mortelle. Pendant la guerre, consigner des doutes ou des critiques dans un carnet était considéré comme une subversion contre soi-même. Le cas de l'aristocrate Friedrich Reich Malexeven est emblématique. Dans ses pages, il décrivait les nazis comme des troupes de singes dégénérés et écrivait sur Hitler « schizophrène ivre de pouvoir ». Je t'ai haï chaque heure de ma vie et je le ferai volontiers jusqu'à la fin, juste pour t'entraîner à ta perte. Conscient du danger, il cachait chaque nuit son journal quelque part dans la forêt de sa propriété. Mais il fut finalement découvert, arrêté et envoyé au camp de concentration de Dachau, où il trouva la mort. La peur de parler librement était si profonde que même entre amis proches apparaissaient des phrases de protection devenues routinières. En se séparant après une conversation, beaucoup plaisantaient en disant « Toi aussi, tu as dit quelque chose », comme un rappel tacite de rester silencieux. Une autre expression populaire était le regard allemand, consistant à jeter un coup d'œil rapide autour avant de parler pour s'assurer que personne n'écoutait. C'était un jeu ironique avec le salut allemand, le Heil Hitler obligatoire avec le bras levé. Bien qu'au début il ne fût exigé que des fonctionnaires, il devint rapidement un geste presque universel d'adhésion au régime. Parmi les mécontents, une petite forme de rébellion consistait à lever le bras seulement à moitié, un geste minime mais lourd de sens. L'origine de toutes ces précautions résidait dans la peur de la Gestapo, la redoutable police politique. Cependant, son pouvoir réel n'était pas aussi absolu qu'on l'a cru. En 1939, la ville de Cologne, avec 750 000 habitants, ne comptait que 99 agents de la Gestapo, soit environ 7 500 citoyens par agent. À Krefeld, seulement 14 hommes surveillaient 170 000 habitants. Dans la majeure partie du pays, la proportion était similaire. En d'autres termes, plus qu'un appareil de contrôle omniprésent, la Gestapo était en réalité une organisation aux ressources très limitées. Après 1933, une fois l'opposition communiste et socialiste écrasée, la majeure partie de ses efforts se concentra sur la persécution des minorités, témoins de Jéhovah, tziganes, homosexuels et surtout juifs. Pour le citoyen ordinaire, tant qu'il respectait les règles du jeu et ne créait pas de conflit, le risque d'être directement persécuté était faible. À Krefeld, moins d'1% de la population a été arrêtée ou interrogée par cette police. Selon des études ultérieures, environ 75% des Allemands n'ont jamais vraiment craint d'être arrêtés par la Gestapo, ce qui montre que le pouvoir de la peur reposait davantage sur la perception collective que sur la capacité matérielle de l'organisme.
La peur de s'exprimer librement ne venait pas tant de la taille ou de la force de la Gestapo, mais du fait que tout citoyen pouvait la solliciter pour dénoncer un autre. Et ils l'ont fait en grand nombre. Selon les registres, 26% des dénonciations provenaient d'Allemands ordinaires, tandis que seulement 17% émanaient de la police criminelle. La Gestapo est devenue un outil utilisé par la population pour diverses raisons. Certains le faisaient par conviction idéologique, d'autres par opportunisme. Profiter de l'occasion pour se venger d'un voisin gênant, d'un collègue avec lequel on avait des conflits, ou même d'un proche parent. À Cologne, par exemple, 26% des cas provenaient de conflits de voisinage. Plus frappant encore, 3% des dénonciations visaient des supérieurs et 4% des conjoints. Même l'intimité du foyer pouvait devenir un champ de soupçons et de trahison. Cependant, si l'on compare les chiffres globaux à la taille de la population, les personnes arrêtées par la Gestapo étaient relativement peu nombreuses. Dans la région de Lippe, avec 176 000 habitants, pendant les 12 ans du Troisième Reich, seulement 292 dénonciations ont été enregistrées au total. Il suffisait de frapper quelques personnes pour maintenir l'ensemble de la population dans la terreur. À ce climat de surveillance s'ajoutait un phénomène psychologique, la dissonance cognitive. Vivre dans une société saturée de symboles, de slogans et de propagande nazie, entourée de drapeaux, de rituels et de règles s'infiltrant dans la vie quotidienne, générant un conflit interne chez ceux qui entretenaient des pensées contraires. Résister impliquait non seulement un risque, mais également une rupture mentale difficile à soutenir. Pour beaucoup, la solution la plus facile et la plus sûre fut de s'adapter, de se taire et de se laisser emporter par l'environnement. À l'automne 1944, en parcourant villes et villages du Reich, on percevait un sentiment croissant de honte collective. Ce n'était pas seulement la conséquence des défaites militaires accumulées par le pays, mais aussi l'écho des émissions radiophoniques étrangères relatant avec cruauté le sort des Juifs en Europe. Ce malaise était tenté d'être caché ou atténué par des explications défensives. Dans les conversations privées, on soulignait à plusieurs reprises que la responsabilité incombait principalement aux partis, traçant une ligne de démarcation artificielle entre différentes institutions. On parlait d'organismes comme les forces de sécurité ou la police politique comme les exécutants, tandis que la Wehrmacht était placée sur un plan distinct, comme si elle était en dehors de ses crimes. Cette séparation était une construction insoutenable, mais utile pour soulager la conscience. Même avant la fin du conflit, la société allemande répondait déjà aux questions de complicité par cet argument. Il y avait des nazis mauvais agissant dans l'ombre et des Allemands vertueux qui, selon cette version, ne savaient rien ou ne pouvaient rien faire. C'était un récit visant à sauver l'image du citoyen ordinaire et à réduire l'ampleur de la corresponsabilité. La connaissance de l'extermination n'était pas comprise seulement comme une dénonciation internationale, mais comme une attaque directe contre l'identité nationale. La révélation de ces crimes défiait la fierté et les fondements de la communauté, l'obligeant à affronter une vérité que beaucoup préféraient nier ou reporter sur un groupe restreint de coupables. Dans ces années de guerre, il existait une connaissance étendue des déportations, accompagnée de témoignages directs de massacres commis contre des civils désarmés à l'Est. Le souvenir de l'Holocauste était largement associé aux nouvelles d'exécutions massives dans les zones de combat. Au début des années 1940, une grande partie de la population allemande était consciente des faits brutaux, inclusion de femmes et d'enfants parmi les victimes, procédure de les obliger à se déshabiller près des fosses, ainsi que l'ampleur des massacres dans des lieux comme le ravin de Babi Yar à Kiev. Il était également évident que des civils ordinaires, intégrés dans les rangs de la Wehrmacht, participaient à ces opérations. Cependant, l'absence d'informations détaillées sur des camps comme Auschwitz permettait à beaucoup d'interpréter ces massacres comme des épisodes isolés, comparables à des pogroms historiques qui, bien que destructeurs, ne constituaient pas un plan systématique d'extermination. L'idée que les Juifs déportés pouvaient survivre à une destination incertaine restait encore possible. En dehors de la Pologne, même ceux qui étaient persécutés avaient tendance à percevoir ces massacres à travers le prisme des pogroms, des actes violents capables d'effacer des communautés entières, mais pas d'anéantir une civilisation entière. Les rumeurs sur l'usage de gaz toxiques étaient vagues et dispersées, incapables de remplacer l'image dominante des fusillades menées dans des terres éloignées de l'Est. Pour de nombreux Allemands, l'horreur était réelle,
mais elle restait perçue comme fragmentée, comme une série d'événements tragiques plutôt que comme une machine d'extermination conçue pour éradiquer tout un peuple. Dans la société allemande en temps de guerre, la réaction initiale de rejet des déportations de voisins juifs a cédé progressivement le terrain à une vision de plus en plus abstraite du juif comme entité homogène et menaçante. Ce changement coïncidait avec un moment où les défaites militaires et les bombardements alliés commençaient à dominer la vie quotidienne et les préoccupations immédiates. Le résultat fut une indifférence croissante envers le sort des persécutés. Les privations liées à la guerre à partir de 1941 ont également ouvert la voie à la participation civile aux enchères de biens confisqués aux familles juives. Beaucoup justifiaient leur intervention en se considérant eux-mêmes victimes d'un conflit dévastateur et en percevant, selon la propagande, les Juifs comme une menace associée à ce désastre. Ainsi, ce qui pouvait susciter initialement de la résistance, l'arrestation publique de voisins connus, finit par être acceptée, ou du moins tolérée avec le temps. L'usure émotionnelle due à la guerre aérienne, surtout à partir de 1943, facilita l'assimilation des stéréotypes raciaux les plus cruels du nazisme. La population adopta progressivement la logique selon laquelle le transfert des Juifs était une mesure nécessaire en temps de crise. À la fin du conflit, les enquêtes révélèrent qu'une partie significative des Allemands avait fini par accepter les fondements des politiques anti-juives du régime. La coexistence avec ces contradictions marqua toute une génération. La compassion apparente du début s'effaça devant le poids de la propagande, des privations et du besoin de donner un sens à un présent en ruine. Ainsi, l'indifférence se transforma en consentement silencieux, consolidant la légitimité sociale d'un projet d'exclusion ayant déjà atteint des proportions génocidaires. Dans les dernières années de la guerre, la logique de nombreux Allemands s'enferma dans une spirale de justification et de peur. La perception que les fusillades de civils désarmés constituaient un crime était indéniable, et la possibilité de défaite obligeait à réfléchir sur la manière dont ces actions seraient jugées par les ennemis. Cette conscience aboutissait à une conclusion claire. Si l'Allemagne perdait, les mêmes sanctions s'abattraient sur ceux qui avaient exécuté ou obéi aux ordres. Ce raisonnement a conduit la population et les combattants à un engagement encore plus profond envers la victoire. L'idée d'avoir brûlé les navires est devenue un slogan implicite. Il n'y avait pas de retour en arrière, car reculer signifiait s'exposer à la punition et à la honte publique des crimes commis. La propagande a su exploiter cette peur, la transformant en carburant pour la résistance et le combat désespéré. L'extermination des Juifs, loin d'être un secret absolu, fonctionnait comme un moteur caché, renforçant la détermination à ne pas céder. Le message était clair. Seule la victoire garantissait l'impunité. Ainsi, la connaissance de l'Holocauste s'est entremêlée à la volonté de poursuivre la guerre jusqu'au bout, devenant un élément de cohésion forcée. Le combat, dans ce contexte, n'était pas seulement pour la survie nationale, mais aussi pour échapper aux conséquences de crimes dont l'ampleur ne pouvait plus être dissimulée. Dans le but de préserver l'histoire nationale selon la vision construite par le nazisme et d'éviter une défaite similaire à celle de la Première Guerre mondiale, l'ordre de poursuivre le combat sans envisager de négociation avec l'Union soviétique a été imposé. La directive était claire, les armées devaient résister coûte que coûte. Le résultat fut un scénario où la défaite devait être représentée avec obstination, comme si la reddition elle-même ne pouvait être admise. Le prix de cette décision fut des millions de vies de soldats et de civils. La majorité de la population n'avait pas volontairement choisi cette épopée conçue par la propagande, mais elle en fut entraînée. Lorsque la situation devint insoutenable, de nombreux Allemands se rendirent. Néanmoins, certains partisans fanatiques du régime, incapables d'accepter l'effondrement, se suicidèrent avec leurs familles dans les derniers mois de 1945. Avant la rupture définitive avec le pouvoir nazi, la société menait encore une lutte intérieure pour conserver la fidélité à la cause, ce qui impliquait d'accepter la perte constante de soldats au front. Les catastrophes, comme la tragédie de Stalingrad ou les bombardements de Hambourg en 1943, frappèrent durement non seulement les villes, mais aussi le moral. La démoralisation se traduisit par l'épuisement physique, les maladies, l'incapacité de concentration, voire des suicides. L'automne 1943 devint une période de grande désolation. La jeunesse, endoctrinée pour croire en une victoire inébranlable, commençait à se demander si cette fin promise était même possible.
Le sacrifice semblait interminable, les malheurs s'abattaient les uns après les autres. Et pourtant l'idée d'accepter la défaite restait impensable pour beaucoup. Pris dans la contradiction entre le désir de mettre fin à la souffrance et l'impossibilité d'abandonner l'espoir que le régime avait semé en eux. L'effondrement à Stalingrad représentait pour de nombreux Allemands un dilemme profond de foi et d'identité. La défaite évoquait le spectre de 1918 et l'idée de revivre le traumatisme de la Première Guerre mondiale était insupportable. Au milieu du désespoir, de larges secteurs de la société ont préféré s'accrocher à la continuité du combat plutôt que d'accepter la fin définitive de l'Allemagne en tant que nation vaincue dans 2 guerres mondiales. Avec le temps, la mémoire collective a transformé ce désastre. Après 1945, Stalingrad a cessé d'être perçu comme le théâtre d'une défaite due à une politique expansionniste et génocidaire pour devenir un symbole de sacrifice et de souffrance. L'armée a été présentée comme une force composée d'hommes ordinaires, des soldats ayant supporté la faim, les blessures et le désespoir. La défaite les transformait en martyrs, en victimes de la guerre, et non en participants aux crimes commis à l'Est. Cette réinterprétation de la mémoire a eu un effet puissant. L'armée est passée dans l'imaginaire collectif du rôle de coupable à celui de rédempteur, de source de peur et de haine, à objet de sympathie et de compassion. La figure du bourreau s'est dissoute dans l'image de la victime. Les preuves de son implication dans les massacres de 1941, y compris les épisodes tels que les tueries de masse à Kiev, ont été reléguées et éclipsées par le récit du sacrifice à Stalingrad. Il a fallu beaucoup de temps avant que l'historiographie ne reprenne fermement les questions fondamentales. Comment cette armée était-elle arrivée aux portes de la ville du Volga et pourquoi l'avait-elle fait en étant imprégnée de violences systématiques contre des populations entières lors de son avancée vers l'Est? Pour la population allemande, l'annonce de la guerre totale en février 1943 a représenté un tournant décisif dans le discours officiel. Après la catastrophe de Stalingrad, la propagande cherchait à transformer la défaite en une nouvelle source d'énergie nationale. Le message était clair, la possibilité de la défaite existait et les conséquences seraient dévastatrices, car l'ennemi appliquerait à l'Allemagne ce que les Allemands avaient infligé à d'autres peuples en Europe. L'appel à la guerre totale n'était pas présenté uniquement comme un effort militaire, mais comme une transformation de la vie quotidienne. Il s'agissait d'accepter une existence austère, de renoncer aux commodités et de mobiliser toute la société. La femme allemande devait prendre sa place dans l'industrie de guerre, les ressources devaient être réorientées vers le front et toute résistance au sacrifice était considérée comme une menace pour la communauté. La rhétorique populiste de la propagande insistait sur le fait que tous partageaient le même destin, des plus humbles à ceux occupant des positions éminentes. L'unité du peuple, sa capacité de sacrifice et l'obligation de rester ferme face à l'adversité étaient exaltées. Encore et encore, les auditeurs étaient invités à confirmer leur engagement et la réponse fut un retentissant cri d'approbation. Ce moment reflétait l'efficacité de la manipulation idéologique. La défaite n'était pas reconnue comme telle, mais devenait un argument pour une mobilisation encore plus radicale. La société était persuadée que la souffrance présente était le prix inévitable pour éviter un destin encore plus sombre, renforçant l'idée que seule la totale soumission pouvait assurer la survie de l'Allemagne. À l'été 1943, la guerre aérienne avait apporté la destruction directement dans les foyers allemands. Les bombardements massifs de villes comme Cologne et Hambourg montraient clairement que le front n'était plus uniquement sur des terres lointaines. Cependant, les calculs des stratèges britanniques et américains se sont révélés erronés. Les attaques indiscriminées contre les centres urbains n'ont pas paralysé l'économie ni brisé immédiatement le moral de la population. Au contraire, dans un premier temps, la dévastation a renforcé le message de la propagande nazie. Les ennemis cherchaient l'anéantissement total de l'Allemagne. Ce récit a généré un sentiment de cohésion temporaire, où la souffrance était perçue comme la preuve de l'unité nationale. Alors que des dizaines de milliers d'aviateurs alliés perdaient la vie lors de la campagne aérienne, les victimes civiles allemandes dépassaient un demi-million, principalement des femmes et des enfants, surtout dans les dernières phases de la guerre. Une étude menée par les États-Unis après le conflit a confirmé que le moral des Allemands restait étonnamment élevé pendant longtemps, en partie grâce à l'aide sociale organisée après chaque bombardement.
Le régime a su capitaliser sur cette capacité de résistance, se présentant comme garant de l'ordre face à la catastrophe. En fait, Hitler en est venu à croire que les attaques avaient rapproché davantage le peuple de sa cause, une perception qui pendant un temps n'était pas dénuée de fondement. Cependant, en fin de compte, les bombardements ont bel et bien fini par briser l'économie de guerre et semer la certitude que la défaite était inévitable. Cet effet ultérieur est devenu la justification principale de la campagne aérienne. Ce que les bombes n'ont pas réussi à provoquer, c'est une rébellion interne. Le régime ne s'est pas effondré de l'intérieur. Pendant ce temps, la vie quotidienne laissait place même à l'ironie. À Berlin, des quartiers entiers rasés reçurent des surnoms sarcastiques. Charlottenburg devint la ville en haillons et Steglitz, rien debout. Des comédiens professionnels parvenaient à gagner leur vie en satirisant la guerre aérienne jusqu'à ce qu'eux-mêmes soient privés de scène et de public, devenant également victimes du feu destructeur. La frontière entre victimes et collaborateurs était floue dans ce contexte. La capacité à rire de son propre malheur pouvait être un mécanisme de résistance intérieure, mais servait en même temps à maintenir une normalité au milieu de l'horreur, prolongeant l'acceptation d'un régime qui gardait la société sous contrôle même au milieu des ruines. Vers 1942, les bombardements étaient devenus l'expérience la plus déterminante de la guerre pour la population urbaine allemande. Les souvenirs recueillis après le conflit montrent à quel point la vie quotidienne a été marquée par cette routine d'alarme, d'abri et d'explosion. Pour beaucoup, la guerre est rappelée presque exclusivement depuis l'intérieur d'un sous-sol ou d'un abri anti-aérien. Cependant, ce qui était significatif ne se limitait pas aux longues heures passées sous les bombes, mais à la manière dont ces expériences ont forgé un sentiment d'appartenance partagée. Dans les abris, les gens se rapprochaient par les conversations, les rumeurs, le mélange de peur et de soulagement après chaque attaque et l'attente constante de la suivante. C'est là que se créaient des liens qui transformaient l'expérience individuelle en communauté de destin. La jeunesse a joué un rôle clé dans cette vie au milieu des ruines, de très jeunes soldats dans les batteries de défense anti-aérienne, des travailleurs municipaux et des volontaires maintenaient à la fois l'infrastructure militaire et l'organisation de la vie quotidienne dans des villes dévastées. Cet engagement était perçu comme une vertu nécessaire, une discipline qui maintenait la cohésion de la société sous pression. Le cinéma de l'époque a également su exploiter cette image. Des productions comme Die Großliebe montraient la communauté qui se créait dans les abris, où la coopération et la solidarité entre les gens ordinaires contrastaient avec la figure du bourgeois qui refusait de partager l'espace ou de céder du confort. Dans ce récit propagandiste, toute l'Allemagne se trouvait dans le même bateau, et chaque abri anti-aérien devenait un microcosme avec ses propres plaisanteries, rituels et règles, qui rendaient l'attente entre les sirènes et les bombes plus supportable. L'élargissement de la guerre totale à partir de 1943 a provoqué un niveau de destruction sans précédent. L'Armée rouge, dans sa progression vers le territoire allemand, a payé un prix humain extrêmement élevé. Lors de l'offensive finale entre janvier et mai 1945, plus de 800 000 soldats ont été tués ou capturés, et rien que dans la bataille de Berlin, environ 300 000 sont tombés. Dans l'ensemble, la majeure partie des pertes soviétiques au combat s'est concentrée dans les dernières années. 1943, 1944 et 1945. Les puissances occidentales ont également subi de lourdes pertes. Entre le débarquement de Normandie en juin 1944 et la capitulation allemande en mai 1945, les États-Unis ont perdu plus de 135 000 soldats, dont 19 000 lors de la bataille des Ardennes, la plus sanglante de leur histoire militaire. La Grande-Bretagne a également enregistré un nombre élevé de pertes lors de ces dernières phases du conflit. L'Allemagne, cependant, fut le pays qui paya le prix le plus élevé dans cette issue. La décision de prolonger le combat jusqu'au bout multiplia le nombre de victimes militaires et civiles. Ce n'est pas Stalingrad qui scella l'effondrement de la Wehrmacht, mais la dernière étape de la guerre, lorsque la peur de revivre un effondrement comme celui de 1918 poussa à continuer le combat sans possibilité de retraite. Entre le 20 juillet 1944 et le 8 mai 1945, plus de soldats allemands périrent que pendant les 5 années précédentes de guerre. Les mois de janvier et février 1945 furent les plus meurtriers de tout le conflit mondial. Rien que dans les 98 derniers jours, près d'1 400 000 soldats allemands périrent, à un rythme d'environ 14 000 par jour.
À cela s'ajoutèrent les pertes civiles, qui atteignirent leur sommet en 1945 lorsque les bombardements britanniques et américains dévastèrent ville après ville dans un effort implacable pour forcer l'Allemagne à capituler. En mars 1945, le niveau de destruction aérienne atteignit son apogée. Ce fut le mois où le plus de bombes furent larguées sur le territoire allemand, alors qu'en 1944, en moyenne 127 civils mouraient chaque jour sous les bombardements. En 1945, ce chiffre dépassa le millier. L'ampleur de ces pertes donne une idée claire de l'effondrement que traversait la société dans les derniers mois. S'ajoutait à cela le drame humain sur le front intérieur. Depuis l'automne 1944, l'incorporation forcée d'adolescents et de vieillards dans le Volkssturm eut des conséquences désastreuses, chaque affrontement contre l'ennemi multipliant les pertes. La violence toucha également les civils de l'Allemagne de l'Est, qui fuyaient désespérément vers l'Ouest pour échapper à l'avancée rapide de l'Armée rouge. L'entrée de l'Armée rouge fut accompagnée d'une vague de représailles. Des milliers de femmes allemandes furent victimes de viols massifs, un processus qui ne s'arrêta même pas après la capitulation. Ainsi, dans la mémoire allemande d'après-guerre, les souvenirs les plus vifs restèrent liés à ces châtiments. Bombardements qui rasèrent des quartiers entiers, fuites désespérées, abus sexuels et effondrement de l'ordre quotidien. Ce souvenir éclipsait la détermination qui, dans les années précédentes, avait maintenu la société ferme dans le combat. Pour beaucoup, la guerre finit par être retenue comme une succession de catastrophes soudaines frappant des communautés qui se percevaient comme pacifiques. Les bombes tombant du ciel, les vagues de réfugiés envahissant villages et cités, et l'arrivée des troupes ennemies qui scellaient l'effondrement définitif du Reich.